Je crois qu'on doit commencer là parce que sinon. Ouais. Je présente Anna Hanan que je connais bien. Ça fait. Les autres, je les connais. D'accord. Je le connais. D'accord. Ok. لا صافي جو بو با ورا لي جون عارفين بو با لا لا ما لا 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 Alors, on va commencer tout de suite là pour respecter le timing. Et on va commencer par le professeur Hanan Ouazzani, qui est professeur en pneumo. Ils vont écouter, ils vont entendre. Ouais. حنان حنان tu commences المداوره كي ديسيد pas attendre les gens لا tu commences الناس عارفه كلهم راه صافي حنان يبدا توفيق tu peux après On va commencer? On commence. D'accord. Donc, Hanan, on va commencer avec Hanan Ouazzani, professeur en pneumo à l'hôpital militaire, qui va nous parler tout de suite de l'intérêt des allergènes moléculaires dans la prise en charge de l'allergie respiratoire. Merci, Madame la Présidente. On m'a invité pour parler de l'intérêt des allergènes moléculaires dans la prise en charge de l'allergie respiratoire. Donc, il faut savoir que l'allergie respiratoire est une pathologie fréquente qui touche à peu près 20 à 30% de la population mondiale, souvent déclenchée par des allergènes environnementaux tels que les pollens, les acariens, les moisissures et les fanères d'animaux. Traditionnellement, le diagnostic repose sur des tests cutanés et des dosages des immunoglobulines IgE spécifiques. C'est ce qu'on demande en pratique quotidienne. Ces méthodes présentent des limitations en termes de sensibilité et de spécificité. Au cours de ces 20 dernières années, l'un des progrès les plus importants en allergologie a été la mise en point d'un nouveau concept, le Composite Resolved Diagnostic, pour une médecine de précision. C'est une approche diagnostique basée sur des allergènes moléculaires qui offre de nouvelles perspectives pour un diagnostic plus précis et personnalisé pour chaque patient. Donc, un petit mot sur l'épidémiologie. L'OMS estime qu'en 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique. À l'échelle nationale, le rapport national sur la santé respiratoire en 2020 estime qu'il y a 5 à 10% d'asthmatiques, 20 à 35% des rhinitiques, mais la prévalence de l'asthme a plus que doublé au cours de ces 15 dernières années. En 2014, j'ai tenu à faire parler de cette étude. La Fédération anaphorcale internationale a organisé des études multicentriques auxquelles le Maroc a participé via l'association marocaine de formation continue d'allergologie, la Maforcal. Donc, parmi les études, la Maforcal a participé à une étude prospective incluant 1401 patients ayant des allergies respiratoires, chez qui elle a été déterminée par des prick tests, la sensibilisation à 3 acariens, DPDF et l'acarien de stockage de Blomia. Et l'étude a conclu que la sensibilisation cutanée aux acariens était fréquente en Afrique avec une variabilité interpays. Et la sensibilisation à Blomia était importante dans certains pays, notamment le Maroc et le Sénégal. Et on le constate souvent quand on fait des tests cutanés au Blomia dans la pratique quotidienne. Donc, les explorations en allergologie, il y a les tests cutanés, on a l'habitude de faire. Il y a les tests de dépistage, les tests multi-allergéniques et les dosages des immunoglobulines, que ce soit spécifique ou que ce soit un panel. Donc, toutes ces explorations, ils vont explorer une réaction d'hypersensibilité type 1 qui met en évidence la présence des IgE spécifiques, mais ça ne signifie pas que c'est une allergie qui est vraie. Donc, la biologie de l'allergie a bien évolué dans le temps. Donc, au départ, on dosait les IgE au total
Puis, on a commencé à faire les tests de dépistage, les tests de screening, les CLA, les mélanges d'allergènes, puis les IgE spécifiques avec des extraits allergéniques naturels, mais ça manque de spécificité et de sa sensibilité et de sensibilité. Donc, l'évolution était marquée par la découverte des extraits allergéniques aux allergènes moléculaires. Donc, c'est plus précis et c'est devenu plus précis. Donc, avant de parler de l'intérêt des allergènes moléculaires dans la réaction respiratoire, un petit rappel. Donc, les allergènes moléculaires, il y a des allergènes moléculaires, on les partage en natifs périfiés à partir des sources allergéniques naturelles et les recombinants, qui est synthétisé par génie génétique à partir de cellules prokaryotypes, pureté supérieure, bien sûr, aux allergènes purifiés. À ce jour, plus de 3000 allergènes moléculaires décrits et répertoriés dans différentes banques de données. Et comme a parlé Caroline et Johanna, j'ai pris l'exemple du VETV1. Donc, le R signifie recombinant, les 3 premières lettres du genre, les premières lettres de l'espèce, puis l'ordre de leur découverte. Donc, il faut connaître pour arriver à interpréter ces allergènes moléculaires. Donc, en résumé, les allergènes moléculaires, il n'y a pas que les recombinants, il y a également les natifs. Un test positif in vitro avec un extrait global d'une source allergénique peut indiquer, certes, une sensibilisation, mais sans déterminer quelle protéine était en cause. On l'a vu dans les 3 présentations de ce matin. Ces tests moléculaires permettent de tester des composants spécifiques. Les tests moléculaires permettent de tester les composants spécifiques de la source allergénique. Exemple pour le pollen de bouleau, qu'on prend toujours comme exemple. Le BETV1, qui est principale protéine allergénique. Et on distingue, ça a été dit ce matin, un allergène majeur d'un allergène mineur et un allergène édit majeur s'il est reconnu par des IgE chez plus de 50% des patients allergéniques à une source allergénique, des patients allergiques. Il est dit mineur s'il est reconnu par des IgE chez moins de 50% des patients allergiques à une source allergénique. Donc, cette diapositive élucide ce que je viens de dire. Une source allergénique, elle est composée de 2 composantes, composante allergisante et composante non allergisante. Et l'allergie moléculaire va permettre de voir les différentes molécules dans la composante allergisante qui sont différentes dans leur structure, dans leur rôle et dans leur interprétation pour les tests moléculaires. Donc, les allergènes majeurs qui sont spécifiques d'espèces et allergènes mineurs croisants, donc en résumé de ces différentes molécules différentes, mais il y en a beaucoup et on découvre de jour en jour leur intérêt et leur utilité pour l'interprétation des tests. Donc, on va parler des allergènes respiratoires, ce qui veut dire on va parler des allergènes qui causent ces allergies respiratoires. Donc, le chef de file, c'est les acariens, qu'on partage en 2 types, acariens domestiques et acariens de stockage. Donc, les plus fréquents, ce qui existe, c'est les DF et les DP. Et vous voyez que, par exemple, les DF, il y a 2 allergènes. Mais les DF, il y a 2, les DP, il y en a plusieurs, mais généralement, c'est 2 qu'on demande. Mais également, pour les acariens de stockage, j'ai parlé de l'étude qui a été réalisée au Maroc, c'est surtout le Blomia tropicalis qu'on a l'habitude de chercher. Pour les pollens, on distingue les pollens des graminées et le pollen d'herbacées. Dans ces 2 tableaux, j'ai résumé un peu les principales. Donc, pour le fléau, vous voyez, il y en a pas mal d'allergènes. Donc, dans l'extrait naturel de fléau, on trouve beaucoup d'allergènes moléculaires et chacune a une fonction et chacune a une interprétation. Également, les pollens d'herbacées. Les chefs de file, on a parlé tout à l'heure de l'ambroisier et l'armoise. L'armoise, on l'a au Maroc, c'est chiche, je crois. C'est ça. Donc, il faut commencer à explorer cette piste si Dr Tibai nous a parlé des tests qui reviennent positifs. Donc, on a des allergènes moléculaires pour confirmer leur implication. Les pollens d'arbres, surtout le bouleau, on n'a pas beaucoup, mais les pollens de bouleau expliquent bien l'intérêt des allergènes moléculaires. Mais il ne faut pas oublier qu'au Maroc, on a l'olivier. Il y a eu une étude qui a été exposée tout à l'heure qui parle de la fréquence de sensibilisation à l'olivier. Il ne faut pas oublier également les moisissures qui peuvent être en cause des allergies respiratoires. Et n'oubliez pas les hypersensibilités. Arrivons aux fanères d'animaux. Donc, les explorations souvent qu'on fait, généralement, c'est pour le chien et pour le chat. C'est généralement les 2
animaux domestiques qui sont adoptés par les gens. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'allergènes moléculaires et qui ont des fonctions différentes. On va voir après le rôle de chacune. Mais pour les animaux d'élevage, c'est généralement le cheval, c'est surtout les gens qui font de l'équitation. Mais je ne sais pas, j'ai jamais été poussée à explorer les chèvres, le mouton et le bœuf. Donc, mais le cheval, oui, c'est fréquent. Donc, quel est l'apport pratique des allergènes moléculaires en allergologie respiratoire? Après ce bref aperçu des rappels, les allergènes moléculaires ont révolutionné la prise en charge de l'allergie respiratoire. C'est un outil pour contribuer à un diagnostic spécifique, c'est l'approche de composants resolved diagnostic. C'est un outil également de dépistage des réactions croisées sur des bases moléculaires et il va nous aider à l'interprétation des polysensibilisations dans le cadre des allergies respiratoires. C'est un outil également pour une stratification de risque de réactions sévères et on a parlé de ça ce matin. Tout ça pour améliorer et personnaliser la prise en charge de nos patients, soit par des mesures d'éviction, soit par des conseils, soit par une immunothérapie spécifique. Et je ne vais pas parler de l'intérêt dans l'immunothérapie spécifique parce qu'il y a une conférence, je crois, cet après-midi. Donc, comment il va contribuer à un diagnostic spécifique? Il faut savoir que les allergènes moléculaires jouent un rôle crucial en apportant une précision sans précédent dans le diagnostic et la gestion des allergies respiratoires. Contrairement aux tests traditionnels qui sont basés sur des extraits allergéniques globaux, ils ne vont pas toujours identifier avec précision les allergènes spécifiques responsables de ces réactions. D'où le rôle et l'intérêt de rechercher les marqueurs de sensibilisation et de spécificité. C'était l'objet de la conférence de tout à l'heure. Donc, il faut connaître les marqueurs de spécificité pour les allergènes respiratoires pour arriver à les interpréter. Et là, sur cette diapo, que j'ai pris des recommandations pour la prescription et l'interprétation des examens biologiques dans le cadre du diagnostic des allergies respiratoires, dont l'auteur principal est notre confrère et ami Dr Chaban. Et sur ce tableau, on voit qu'il y a les allergènes moléculaires marqueurs de sensibilisation primaire et spécifique d'une famille taxonomique ou d'une source allergénique. Et à la fin du tableau, vous voyez qu'ils expliquent que dans le cas où il existe plusieurs allergènes spécifiques, la positivité d'un seul allergène moléculaire et spécifique de la sensibilisation de la source. C'est l'exemple de plusieurs allergènes. Par exemple, si on prend le chien, on a les deux. Si vous avez le KNF1 positif, donc on peut se contenter de 1. Donc, dans cette diapositive, j'ai essayé de résumer les allergènes spécifiques des principaux allergènes respiratoires et leur implication clinique. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les allergènes les plus incriminés, c'est les acariens, c'est les pollens, c'est les animaux chats et chiens. Mais également, il ne faut pas oublier les moisissures et le latex. Donc, vous voyez, c'est les allergènes spécifiques à chaque source allergénique. Prenons par exemple les acariens. Les allergènes spécifiques, c'est le DRP1 et DRF1. Également le DRP23 qui a été prouvé, qui cause des asthmes forts, des asthmes sévères. Donc c'est pour ça que j'ai mis les allergènes spécifiques et les implications cliniques parce qu'on doit interpréter nos tests moléculaires sur la base d'un interrogatoire clinique pour cibler l'allergène qu'on va demander. On ne peut pas demander tous les allergènes, ça coûte cher et on va être perdu. On doit raisonner selon la clinique et si on a fait déjà des prick tests. Donc, à part l'outil pour l'outil spécifique de diagnostic spécifique, c'est un outil de dépistage des réactions croisées et aide à l'interprétation de polysensibilisation. Donc, il faut savoir que deux allergènes différents peuvent avoir une forte homologie. Donc, ça dépend. Donc, ça peut être une forte homologie entre deux allergènes, comme ça peut être moyenne ou faible. Et dans ce cas, on doit interpréter avec prudence si on trouve que des réactions positives à deux allergènes qui ont les mêmes épitopes. Donc, il ne faut pas déclarer que le malade est allergique et le malade n'a pas de symptômes quand il est à côté de l'allergène qu'on a découvert positif. D'où il faut cibler les allergènes demandés et d'où l'intérêt et l'évolution fondamentale de la définition des familles biochimiques d'allergènes. Et on a des familles et des superfamilles. On aura des réactivités croisées au sein d'une même famille, comme d'autres familles dans des domaines homologues de familles différentes, et parfois les chaînes glucidiques qui sont parfois interprétées à tort parce que
possibles réactions croisées. Donc, les réactions croisées intrafamilles, ils sont très fréquentes. On a parlé tout à l'heure des réactions alimentaires, food et tout. Donc là, j'ai mis la pêche et ça dépend de l'homologie homologue avec les autres allergènes. Et à côté, j'ai pris comme exemple les phagales. Donc, il y a les butulacées, et il y a les phagacées, il y a la coriolacée. Et qu'est-ce qu'on voit? Que, par exemple, pour les PR10, ils sont présents dans toute sa famille. Donc, il est inutile de tout tester. Donc, un suffit pour interpréter les réactions que votre patient a. Sur ce tableau, j'ai mis des réactions croisées entre allergènes respiratoires et non respiratoires. Donc, c'était connu les tropomyosines, c'était connu les acariens avec les crustacés, mollusques et le blatte. Et c'est ce que je viens d'apprendre. C'était le dernier atelier que j'ai assisté avec mon ami Chaban. C'est les réactions interhumaines entre le sperme humain et le chien mâle. Donc, je ne connaissais pas auparavant. Donc, le chien mâle, mais également le chat mâle. Donc, l'allergène FELD 5. Donc, il y a des symptômes vaginaux qui sont secondaires si la patiente a une sensibilisation, s'il a un chien mâle ou un chat mâle à la maison. Donc, je crois que c'est une notion qu'il faut parler aux gynécologues. Donc, je crois qu'ils doivent introduire dans leur interrogatoire, s'il y a une patiente qui a des symptômes vaginaux, des prurites, de demander à cette patiente s'il a un chat ou un chien à la maison. Ça peut les guider pour la prise en charge. Donc, à part les réactions croisées, il faut savoir que les allergènes moléculaires en matière des allergies respiratoires permet de voir les risques de réactions sévères. Les symptômes cliniques seront graduellement de plus en plus sévères dans l'ordre des familles suivantes: les CCD, les profilines, puis les PR10, les LTP et les protéines de stockage. Il faut savoir que la structure des protéines permet d'expliquer cette variabilité de réactions cliniques. C'est des protéines de différentes structures. Donc, les LTP, à l'origine de réactions systémiques, possèdent une structure qui est tridimensionnelle, très compacte, qui rend ces protéines résistantes à la cuisson et aux enzymes digestives. Les PR10, à l'inverse, sont beaucoup plus labiles, et on l'a vu tout à l'heure, et seront responsables généralement de syndromes oraux. Et là, vous voyez, c'est de cette diapo, donc de profiline, on a risque croissant de provoquer des réactions de symptômes sévères. Sur ce tableau, pour détailler cette notion de réaction sévère, j'ai mis les principaux allergènes, d'accord, avec les allergènes moléculaires, avec la signification clinique et également l'impact sur l'immunothérapie spécifique s'il est indiqué. Donc, vous voyez, par exemple, si on prend l'acarien, le DRP23, il est prouvé que ça cause un asthme allergique sévère chez l'enfant notamment, mais malheureusement, il est mal représenté dans les extraits naturels. Donc, si vous avez, je vais faire un cas clinique, quelqu'un qui a les acariens négatifs, qui a un tableau clinique parlant, il ne faut pas dire qu'il n'est pas sensibilisé aux acariens. N'hésitez pas à chercher le DRP23 parce que le trouver confirme que votre patient, il est sensibilisé. Intérêt des allergènes moléculaires dans les allergies respiratoires, on va partir de la théorie à la pratique, ce qui nous intéresse généralement. Donc, on va, à partir de cas cliniques, on va essayer de distinguer une sensibilisation spécifique d'une source allergénique, d'une réaction croisée. Par exemple, si on prend le cas d'une dame, je sais que ça sera pas interactif, dame, 34 ans, vétérinaire, qui a une rhinite allergique saisonnière connue, donc saisonnière connue, donc on va penser au pollen. Elle a des symptômes également en présence de chat et parfois avec un chien. Et quand on a fait nos tests cutanés, on trouve une positivité au poil du chat et du chien. Donc la problématique, s'agit-il d'une vraie double sensibilisation aux réactions croisées? On a parlé de ça ce matin. Le rôle des allergènes moléculaires va nous fixer les idées et on va pouvoir conclure ce cas clinique. Donc, un petit rappel pour les allergènes moléculaires des poils de chat et des chiens. Donc, vous voyez, j'ai mis les principaux. Donc, le FELD1 qui est l'allergène majeur. Donc, et les autres sont des albumines. Et qu'est-ce qu'on constate? Il y a des réactions croisées entre les FELD2 et les KNF3, également
de l'autre côté des allergènes du chien, est-ce que je vois ici que je constate qu'il n'y a pas de croisement pour le FeLD1 et le CAN-F5, sauf s'il y a des études pour ça, mais généralement, le FeLD1 et le CAN-F5 ne croisent pas. Donc, c'est intéressant de connaître ces allergènes pour pouvoir discuter ce cas clinique. L'analyse moléculaire de Notre-Dame, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'il y a une positivité franche au FeLD1, il y a une positivité minime au FeLD2 et le KNF3, et il est négatif pour le KNF1 et 5. L'interprétation et la pertinence des allergènes moléculaires, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Le FeLD1 qui est une protéine spécifique du chat, donc principale cause de sensibilisation. Le KNF3 et FeLD2 qui sont des albumines sériques, protéines qui sont très homologues entre espèces, donc réaction croisée entre chiens et chats. Par contre, le CAN-F1 et CAN-F5 ils sont négatifs, donc on n'a pas de véritable sensibilisation spécifique aux chiens. Donc on peut conclure que c'est une vraie allergie au chat et on peut dire à la dame de laisser le chien. Donc, l'intérêt des allergènes moléculaires pour éviter les évictions inutiles grâce aux allergènes moléculaires. Et on va voir un cas clinique. C'est une enseignante qui vit avec un chien mâle depuis 4 ans, rhinite persistante, asthme modéré. Donc vous voyez, c'est persistant, c'est toute l'année. Donc on va penser évidemment aux acariens. Exacerbation en automne et hiver. Avec des prick tests, on a les acariens qui sont positifs, les pollens de graminées, mais également les extraits de chiens et de chats. Et on a l'enseignante qui a qu'un chien mâle. Donc, normalement, si je ne pousse pas les investigations et demander des allergènes moléculaires, je peux dire à la dame, s'il peut, éviter le chien. Donc, éviction du chien est envisagée. Le rôle des allergènes moléculaires dans ce cas, donc, pour cette dame, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qu'on a trouvé plutôt? On a les DRP2 et DRP1 est positif, donc allergie authentique aux acariens. Pour les graminées positives, donc allergie vraie aux graminées. Par contre, le CANF1, F2, F3 sont négatifs. Et le KNF5, elle est positive, c'est une positivité isolée. Donc, comment on va l'interpréter? Le KNF1 négatif et le KNF5 positif, c'est une sensibilisation égale, une sensibilisation à l'allergène prostatique spécifique aux chiens mâles, mais pas aux lipocalines présentes chez tous les chiens, mâles ou femelles. Donc, le KNF5 allergène présent dans l'urine, salive du chien mâle uniquement. Donc, si la dame insiste pour garder ce chien, le chien n'a pas besoin d'être évincé, conseil d'hygiène ciblé, éviter le contact direct avec l'urine salive et mise en place d'une immunothérapie acarien. On a vu les symptômes sur toute l'année, éprouvés par les analyses moléculaires, et également la positivité aux graminées. Et on peut lui laisser son chien s'il applique les conseils d'hygiène ciblés. Un autre cas pour expliquer une discordance entre la symptomatologie clinique, respiratoire et la sensibilisation cutanée et ou sérique à l'extrait allergénique total. Donc là, c'est une patiente qui a des symptômes pérannuels, gène nocturne, amélioration en dehors du domicile, environnement, appartement ancien, moquette, humidité, et on a la rhinite pérannuelle. On pense aux acariens bien sûr, mais malheureusement, le test cutané qu'on fait d'habitude, aux extraits, ils sont négatifs pour acariens. Est-ce qu'on va conclure que cette dame n'a pas une sensibilisation aux acariens? Si on s'arrête là, oui. Mais les allergènes moléculaires, plus poussés, qu'est-ce qu'ils découvrent? Que cette dame, les DRP1 et DRP2 sont négatifs, mais le DRP23, il est positif et c'est un allergène majeur non représenté dans certains extraits. Donc l'interprétation de ces résultats, il y a une discordance clinique et biologique, et il faut savoir que les extraits utilisés qu'on utilise pour les tests cutanés contient certes des DRP23, mais probablement faible. La quantité peut varier selon les fabricants et les lots, ce qui peut influencer la sensibilité du test. Donc, si vous avez un cas clinique comme celui-là, n'hésitez pas à demander les DRP23 qui diagnostiquent l'allergie aux acariens toujours j'insiste, devant un tableau clinique et qui marquent également les formes les plus sévères de l'asthme et de la rhinite. Un autre cas clinique pour montrer l'intérêt prédictif de la sévérité clinique des symptômes respiratoires et du pronostic de l'allergie respiratoire. Donc, c'est une jeune de 16 ans, elle a une rhino, et là, on voit que c'est sévère chez elle, les symptômes sévères, impact, absentéisme scolaire, trouble de sommeil. Elle prend un traitement, mais qui est peu efficace. Donc, il vient nous voir pour résoudre ce problème. Elle n'est pas bien. Et vous voyez, la rhinoconjonctivite, c'est février-mai. On pense à un truc également
pollinique, c'est le printemps. C'est test cutané, qu'est-ce qu'on voit? Que positivité de bouleau, aulne, noisetier, les graminées et l'ambroisier, le cyprès, ils sont négatifs. Les IgE spécifiques, on a fait les IgE spécifiques extraits, le bouleau très élevé, la aulne 20 également, et les graminées à 18. Comment on va interpréter le rôle des allergènes moléculaires dans ce cas? Voici l'analyse de cette dame. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le BETV1 40, il est à 40, il est très élevé et c'est l'allergène majeur de sensibilisation vraie. Les autres, il est non significatif et c'est des profilines qui croisent. Donc, comment on va interpréter ce cas clinique? Il y a une sensibilisation spécifique au BETV1 qui est un allergène majeur du bouleau. Il y a une réactivité croisée faible mais non pertinente avec autres pollens, prophyline, on la voit, et la polcalcine. Donc la polysensibilisation exclue oriente un traitement ciblé pour les bouleaux. Donc, et on va voir ici la sévérité. Le niveau d'IgE spécifique à l'allergène majeur est un facteur prédictif de sévérité. Et on a vu chez cette dame, les signes, c'est toute l'année, il n'arrive pas à dormir et le traitement n'a pas donné de bons résultats. Donc, on peut faire une immunothérapie spécifique ciblée au bouleau. Et bien sûr, éducation sur les possibles réactions croisées alimentaires qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il risque d'avoir un syndrome oral avec ce dosage de bouleau qui est très élevé. Une autre question que les experts qui ont publié l'article sur la prise en charge des allergies respiratoires, est-ce qu'il y a un intérêt à doser des IgE spécifiques d'extrait allergénique respiratoire ayant une forte communauté? Et là, c'est un cas clinique qui élucide ça. Donc, on est devant une femme qui a une rhinite saisonnière, un bilan qui est prescrit par le médecin traitant, les prics positifs, pollen, aulne et noisetier. Et qu'est-ce qu'il a fait ce médecin? On voit qu'il a fait une prescription excessive de dosage moléculaire. Il a dosé beaucoup d'allergènes moléculaires qui ont de la même famille. Donc, on va interpréter qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, il fallait pas tout demander. Ça coûte cher et ce médecin va être un peu perdu pour interpréter ses résultats. Donc, le résultat qu'il a trouvé avec tous ces allergènes qu'il a demandé, le BETV1, il est forte positivité, les autres positifs faiblement, et c'est de la même famille, et les graminées sont négatifs. Comment on va interpréter? On va analyser ce cas clinique. Les pollens de bouleau, donc les Betula, Alnus et le noisetier sont taxonomiquement très proches famille de Betulacées, donc il ne fallait pas les demander. Leurs PRD sont habituellement homologues, réactivité croisée forte entre toutes ces familles. Le BETV1 seul suffisait à confirmer la sensibilisation de l'ensemble du groupe, donc les autres dosages étaient inutiles et sont redondants. Donc le dosage des graminées est justifié dans ce cas pour explorer, ils étaient négatifs, mais pour explorer une co-sensibilisation aux graminées parce que les symptômes sont en printemps. Et là, il y a le tableau où il explique que c'est de la même famille, donc c'est des PRD10, il fallait doser que le BETV1. Donc le message clé de ce cas clinique, la prescription multiple de molécules allergéniques très homologues appartenant à la même famille n'apporte aucun valeur diagnostique supplémentaire et alourdit bien sûr le coût du bilan. Le BETV1 seul suffisait pour caractériser cette sensibilisation. Donc je reviens aux recommandations de la Société française d'allergologie et c'est mon ami et confrère Chaban qui a écrit l'article. L'intérêt de ces experts, ils se sont regroupés pour actualiser les recommandations, pour optimiser le recours aux tests biologiques dans le diagnostic et le suivi des allergies respiratoires. J'ai résumé un peu les recommandations clés de cette Société française d'allergologie. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Il faut intégrer les tests moléculaires dans le diagnostic des allergies respiratoires, bien sûr, et ils insistent sur ça, en complément des tests cutanés et l'anamnèse clinique. Il faut utiliser les tests moléculaires pour évaluer la sensibilité à des allergènes spécifiques lorsqu'il existe un doute concernant la source exacte des symptômes. Il faut personnaliser l'immunothérapie allergénique en fonction des résultats des tests afin d'offrir un traitement plus ciblé et efficace. Et ça nous arrive souvent de voir des patients qui ont sous immunothérapie spécifique qui ne s'améliorent pas. Donc probablement, on n'a pas ciblé l'allergène responsable. Et il faut prendre en compte le profil moléculaire pour prédire la gravité des réactions allergiques, on a vu pour le DRP23, et ajuster la gestion, notamment pour les risques d'anaphylaxie. Et bien sûr, un conseil, maintenir une interprétation prudente des résultats en tenant compte des possibles réactions croisées
et l'absence de symptômes cliniques malgré une sensibilisation positive. Donc, sensibilisation positive, j'insiste, ça ne veut pas dire une allergie. L'interprétation doit être corrélée avec les symptômes cliniques. Donc, les allergènes moléculaires, oui, ils sont importants, mais il y a des limites. Disponibilité incomplète des allergènes moléculaires. Tous les composants n'existent pas encore sous forme de recombinantes ou purifiées. Certaines sources allergéniques sont sous-représentées. Il y a également une variabilité interindividuelle de réponse à l'IgE. La sensibilisation elle est non systématique aux composants majeurs. On l'a vu tout à l'heure dans un cas clinique. Le profil moléculaire parfois difficile à interpréter lorsqu'il y a des co-sensibilisations multiples et des profils croisés. Et il faut interpréter avec analyse une positivité IgE et différents de symptômes. Donc, il y a un risque de surdiagnostic ou de faux positifs cliniques. Donc, quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on attend? On aimerait bien que développer de nouveaux allergènes recombinants avec une augmentation du panel des molécules disponibles pour un diagnostic encore plus précis. Personnalisation accrue de l'immunothérapie avec formulation des extraits spécifiques basés sur le profil moléculaire du patient, ça sera très bien. Avoir des tests plus accessibles et rapides, donc innovation technologique pour réduire les coûts, on espère bien, et améliorer l'accès à ces tests. Et rechercher, donc pousser les recherches sur les mécanismes moléculaires, compréhension approfondie des interactions allergènes-système immunitaire pour des nouvelles cibles thérapeutiques. Et je conclus, les allergènes moléculaires, c'est une avancée majeure en allergologie. Il doit désormais faire partie intégrante de la prise en charge personnalisée des patients allergiques, en complément bien sûr de l'histoire clinique et les tests classiques. Leur utilisation va permettre de passer d'une allergologie empirique à une allergologie de précision en identifiant qui on doit désensibiliser, à quoi on va désensibiliser et pourquoi. Et on aura une conférence sur l'intérêt des allergènes moléculaires pour proposer une immunothérapie spécifique avec des bénéfices en termes de qualité de vie, coût et efficacité thérapeutique. Je vous remercie. Merci Hanan, Madame Ozzani, pour cet exposé très clair. Et on passe à la salle pour les questions, si on en a. Donc, j'ai essayé d'être pratique parce que généralement, avec la théorie, on est un peu perdu. Donc, mettre la théorie avec la pratique, on peut discuter. Donc, je crois que ça sera très pratique dans vos cabinets de faire des fiches pour les allergènes respiratoires souvent rapportés et les sensibilisations. Surtout, on n'a pas beaucoup actuellement pénurie des tests. Donc, on sera amené parfois à demander des allergènes moléculaires. Donc, il faut bien cibler ces allergènes pour l'interprétation des symptômes et des résultats. Je voulais vous remercier pour cette présentation très claire. Je suis là. Ouais. Très clair et vraiment qui fait passer des messages fondamentaux. Oui, Younes. Notamment le fait de savoir cibler pour la prescription, le fait de savoir hiérarchiser les questions. Je pense que c'est vraiment une présentation absolument magistrale. J'aurais une question. Est-ce qu'en pratique, vous voyez de temps en temps la nécessité d'aller directement à une puce allergénique pour des tableaux respiratoires ou pas du tout? Pour le moment, quelques cas, par exemple des cas j'étais obligée, par exemple un maître chien, fonction, donc, et les tests cutanés étaient positifs au poil de chien, donc je devais confirmer pour le reclasser. Donc là, quand je suis un peu, mais sinon... C'est quelques cas particuliers. Micro. Oui, bien sûr. Merci vraiment pour votre exposé qui est vraiment très pratique. Je vous remercie d'avoir signalé l'allergie au cheval. Moi, je suis pneumologue allergologue à Marrakech. Vous connaissez sûrement Marrakech, il y a beaucoup de calèches, il y a beaucoup de chevaux. Ah oui. Et ça fait partie de ma batterie standard. D'accord, vous avez de la chance de l'avoir. Oui, c'est vrai. Et on en trouve. Moi, je trouve beaucoup plus d'allergie au cheval que du chien.
D'accord. Ah oui, c'est vraiment, je demande aux gens vraiment qui ont, dans leur région, il y a beaucoup de chevaux, il faut tester l'allergie au cheval. Ça existe, et mais je dirais même il est fréquent. Et donc, ça c'est un message, vraiment, il ne faut pas dire, bon, c'est rare, ça existe, comme vous l'avez signalé. J'ai une petite question devant mon malade, dans mon petit cabinet. Quel est l'intérêt de savoir que l'allergène est majeur ou il est mineur, sur le plan pratique? Quel est l'intérêt? Donc, majeur ou mineur, ça dépend. Donc, vous êtes devant un patient qui a des symptômes respiratoires. S'il a une positivité d'un seul allergène, on s'arrête là. Mais l'intérêt, c'est surtout quand il y a une polysensibilisation, on veut confirmer. Dans ce cas, on doit passer à la biologie moléculaire pour confirmer est-ce qu'il est spécifique, est-ce qu'il est majeur, pour distinguer entre la spécificité de l'allergène pour le corréler au test cutané positif qu'on a trouvé, qu'une réaction croisée, c'est très important. Mais sinon, quand vous avez un seul test qui est positif et ça cadre avec une symptomatologie respiratoire, on peut s'arrêter là. Mais par exemple, le cas clinique que j'ai exposé tout à l'heure, quand vous n'avez pas les acariens, il a des signes toute l'année, un habitat où il y a des moquettes. Donc on pense aux acariens et on trouve que c'est négatif. Donc il y a une discordance, je pars. Mais allergène majeur, mineur, c'est la spécificité de l'allergène dans le diagnostic de la sensibilisation. On a vu qu'il y a des lipocaïnes qui sont mineures, donc on ne tient pas compte. Généralement, quand on les trouve, on va parler de réactions croisées. C'est le cas du chat et du chien. Oui. Oui, Younes. Moi, je pense qu'il faut, finalement, avec le développement de la biologie au Maroc, de la médecine en général, du pays, de tout ce qu'on voit, il ne faut pas avoir peur de demander des allergènes moléculaires parce qu'ils sont accessibles. Ils sont accessibles, on les a, on a des biopuces, on a des immunocaps, et ce n'est pas plus cher que les IgE spécifiques classiques, hein. C'est à peu près les mêmes tarifs. Et puis pour le clinicien, il y a des astuces. Et, quand vous voulez, par exemple, par rapport à l'allergie au lait, séparer la partie solide de la partie liquide, vous pouvez tester les caséines et les lactoglobulines, et vous avez des allergènes majeurs. Et pour l'œuf, quand vous séparez le blanc d'œuf du jaune d'œuf, vous pouvez tester dans le blanc d'œuf l'ovomucoïde et dans le jaune aussi, donc vous testez autre chose. Donc voilà, et pour les LTP, l'extrait de pêche, la peau de pêche, quand on la teste, elle est positive. Et tout ça, il faut toujours corréler avec la clinique. Majeur ou mineur, sans la clinique, et c'est la clinique qui reste princesse et qui détermine la pertinence et la valeur d'un test biologique ou d'un test cutané, quel qu'il soit. Voilà. Moi, je ne sais pas, Johanna, ce que tu en penses. Oui, j'étais en train de gigoter pour rattraper un micro, justement. Cette question de majeur ou mineur, en fait, je suis d'accord avec toi, Younes, tu l'as très bien dit, et ça vient parfaitement en complément de la présentation. Majeur-mineur, c'est par rapport à la probabilité qu'on a, nous, de trouver un allergène parmi d'autres. Donc l'exemple classique, c'est si vous êtes en Espagne, que vous avez un patient qui réagit à la pêche, la PR10 va être un allergène mineur, alors que la LTP va être un allergène majeur. Donc vous êtes en Espagne et votre allergène majeur de la pêche est la LTP, vous partez sur une LTP. C'est ça l'intérêt de savoir si c'est majeur ou mineur. Vous êtes en Suède, comme me suggère Shafik, votre patient réagit à la pêche, vous partez sur une PR10. Et c'est d'autant plus facile que vous avez, comme dit Younes, avec la clinique, mais là on n'est plus dans le respiratoire en pratique, mais bon, voilà. Avec une question supplémentaire, est-ce que vos réactions arrivent avec le fruit frais ou est-ce que les réactions arrivent avec le fruit cuit? Vous faites déjà la différence entre les deux catégories. Avec 9 sur 10 de chances de tomber juste, il reste toujours 10% de cas dans lesquels, avec la première démarche, vous n'y arrivez pas. Mais si à chaque
chaque jour de votre vie, vous réglez 90% des problèmes du premier coup, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup encore. Merci à vous pour ces explications. Merci beaucoup pour ce brillant exposé et surtout très pratique. Moi, je voulais savoir, le fait de doser des RP23, est-ce que c'est juste pour savoir si l'asthme est sévère ou bien c'est toujours d'actualité de savoir est-ce que l'ITA, quand il y a une positivité à des RP1 et des RP2, l'ITA sera, disons, positive et va donner un bon résultat. Quand c'est négatif, en général, on dit que ça ne sert à rien de désensibiliser le patient. Est-ce toujours vrai ou pas? Merci. Non, pas, je vous en prie. Donc la DRP23, comme on a vu tout à l'heure, il est rarement représenté dans les extraits. On ne sait pas de quel dosage, ça dépend des... Donc parfois ça revient négatif, donc il y a ce cas. Mais si vous avez les acariens qu'on teste normalement, le mélange, l'extrait qui est positif, vous avez un tableau clinique. Déjà, on a confirmé que effectivement ces acariens sont en cause. Donc rajouter le DRP23, je ne crois pas qu'on va le... sauf pour l'immunothérapie, parce que les études ont montré que l'immunothérapie ne réussit pas très bien comme si on a le DRP23 parce que c'est un critère de sévérité. Merci beaucoup. Merci à vous. Encore merci.